particulièrement complexe et l'absence de structuration fait que, notamment avec des formats images, on ne sait même pas, on ne structure rien, et donc c'est aussi des questions qui sont importantes à se poser quand on veut rendre la presse ancienne accessible. Donc le projet concrètement, donc c'est un projet, donc, comme je vous l'ai dit, qui a souhaité profiter de cette force de cette coopération qui existe toujours entre les bibliothèques de la région. Et l'idée, c'était de valoriser les ressources patrimoniales constituées donc, depuis plus de 20 ans par cette coopération de bibliothèques et ouvrir le patrimoine écrit à de nouvelles formes de lecture, donc plus accessibles pour tous les utilisateurs et pour répondre à des besoins de recherche en perpétuelle évolution. Donc on a ciblé comme public d'abord, principalement les personnes porteuses d'un handicap visuel, tout en sachant que les développements, comme l'a rappelé Claire Lemonnery, qui sont utiles à un type de personnes, le sont aussi très souvent par beaucoup d'autres publics. Et on sait que notamment pour les chercheurs et les généalogistes, les développements qu'on a proposés sont très très intéressants. Et puis on voulait aussi sensibiliser les professionnels en charge de la numérisation des fonds de leurs institutions à ces questions d'accessibilité du patrimoine qu'ils numérisent. Donc pour rendre accessible la presse ancienne, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, je vous en ai parlé, il faut un OCR, donc une reconnaissance des caractères des contenus d'une page de presse de très bonne qualité. Nous on parle de qualité éditoriale, c'est-à-dire avec un taux d'erreur inexistant. Et ça c'est possible, pour l'instant c'est possible que en reprenant le texte manuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas les robots qui ossérisent le texte ne sont pas assez performants pour proposer cet OCR, et il faut la reprise humaine pour corriger en fait ces textes. Il faut aussi structurer une page de presse, c'est-à-dire détecter les différents blocs qui la constituent, la repérer géographiquement dans l'espace de la page, c'est-à-dire en haut à gauche on a un article qui se termine un peu plus bas, ensuite commence sur la deuxième colonne un autre article voilà, et donc détecter géographiquement les blocs et identifier les blocs, c'est-à-dire dire voilà, le bloc 1 c'est un feuilleton par exemple, le bloc 2 c'est une brève, le bloc 3 c'est une publicité. Et donc cette structuration elle est rendue possible par le format XML Alto, donc qui fait du repérage géographique des contenus, et associé à des métadonnées qu'on appelle METS, qui permettent, elles, de caractériser en fait les blocs qui ont été repérés. Donc c'est l'association entre ce format et ces métadonnées qui est intéressant à exploiter. Et nous, on a travaillé aussi donc à travers ce format XML Altomets à la création ce qu'on a appelé un format pivot accessible pour la presse ancienne, qui est l'EPUB 3. Et on a choisi de travailler sur l'EPUB 3 parce que on pressentait, nous personnellement on ne présentait pas, mais on nous a conseillé ce format-là qui est en train de prendre le pas de manière générale, et parce qu'on avait beaucoup hésité avec faire un format DAISY, mais comme DAISY est en train comme EPUB 3 est en train d'absorber DAISY, voilà, c'était plus intéressant pour nous de créer un format EPUB 3 pour la presse ancienne. Donc concrètement, voilà, je vous ai mis apparaît à l'écran un visuel de presse ancienne, c'est-à-dire là c'est le Courrier de l'Ain, c'est un journal, quand on parle de presse ancienne, nous on parle des journaux 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle. Comment est-ce que ces images-là peuvent être accessibles à des personnes en situation de handicap visuel notamment. Donc les acteurs du projet, ça a été donc principalement 2 personnes à l'agence, la chargée de mission numérique et la chargée de mission bibliothèque et patrimoine écrit. On a constitué un groupe de travail qui s'est réuni 3 fois, qui était constitué de responsables de fonds patrimoniaux, d'experts de la presse ancienne, d'experts en numérisation et d'experts sur les questions d'accessibilité.
Et puis on a aussi consulté un comité d'experts associés qu'on a consulté à distance pour avoir des retours d'expérience sur des projets déjà menés autour de ces formats et autour de ces questions d'accessibilité du patrimoine ancien. Suite donc à ces réunions, on a constitué un corpus. On a même constitué 2 corpus, un corpus test sur lequel on allait appliquer ces formats qu'on avait définis. Donc on a choisi un corpus tout petit de 11 journaux régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, constitué de 39 numéros, donc ce qui représentait 152 pages. Et l'idée, c'était d'avoir des formats et des contenus les plus différents possibles pour essayer de tester comment ça fonctionnait sur des journaux qui sont différents. Il faut savoir que la presse ancienne, en plus d'avoir des pages complexes, est très diversifiée. Donc il y a eu toutes sortes d'organisations. On peut pas trouver il n'y a pas forcément de cohérence entre tous les titres sur la structuration des contenus. Et donc du coup, c'était intéressant de voir comment on applique à chaque structuration différente ces formats-là. Et puis c'est des journaux qui évoluent beaucoup sur des périodes de publication longues entre le début du 19e et le milieu du 20e siècle. Les façons de faire du journalisme ont beaucoup évolué aussi, donc les contenus et la structuration également s'est modifiée. Et puis on a constitué un corpus qu'on a ambitieusement appelé corpus de masse, même si il était quand même relativement réduit parce que il avait seulement 6500 pages, ce qui en termes de volumétrie pour la presse ancienne est rikiki. Quand on parle de presse ancienne, on est sur des volumes de journaux numérisés très très vastes. Voilà, on peut parler en millions de pages, hein, donc, mais bon, c'était quand même l'idée de voir sur un corpus un peu plus grand comment ça se passait, comment est-ce qu'on appliquait ces formats et sur quels problèmes on était confronté. Donc les principaux problèmes rencontrés, ça a été peu de prestataires techniques en mesure de créer ces formats EPUB 3 et XML Alto, METS, parce que c'était une demande nouvelle pour eux et que du coup ils n'avaient pas encore les process fonctionnels et du coup ce qui a entraîné un coût qui a été très, très important pour le retraitement de ces fichiers. Donc ce qui est aussi pour l'instant une limite, c'est-à-dire que ça coûte cher. Et donc les premiers résultats de cette expérimentation, et notamment le format EPUB 3 qui a été créé spécialement pour ces contenus, ont été mis en ligne sur le portail Lectura Plus, dont vous a également rapidement parlé Laurent Bonzon, qui est le portail du patrimoine écrit et graphique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui associe ce projet de coopération autour des bibliothèques de la région. Donc je vous invite à aller consulter ces EPUB, ils sont fonctionnels, vous pouvez aller les lire. Je vous ai mis une capture écran d'un EPUB ouvert sur un outil de lecture. Donc là, c'est l'outil de TI, The EPUB Alternative. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme c'est un EPUB, on a un sommaire interactif à travers lequel on peut naviguer et qui structure le contenu. On a typé en fait chaque bloc et ça apparaît donc dans le sommaire, devant chaque nom, chaque titre, on a le type de contenu dont on va parler. Donc là, vous voyez, c'est la une du Moniteur du Puy-de-Dôme, donc un journal de Clermont-Ferrand. Et on voit donc le sommaire qui commence par ours, le moniteur, ensuite article, la conférence, tableau, la situation d'échange. Et c'est assez intéressant parce que notamment pour une personne en situation de handicap visuel, elle peut tout de suite savoir grâce à ce sommaire ce qui va être traité dans la page et ne pas avoir à compulser tous les articles un par un avant de savoir s'il y en a un qui peut l'intéresser. Ça permettrait aussi notamment des outils de recherche plus performants, parce qu'on pourrait filtrer par type d'article, par exemple. On pourrait faire ressortir d'un coup tous les feuilletons ou toutes les publicités, et ça aussi ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous ai mis un autre aperçu. Donc là on a cliqué sur un article, sur l'article qui s'appelle
donc c'est un sous-article de l'article Lettres de Paris qui s'appelle Pour tuer un cochon d'Inde, l'aventure de Fifis, 3 jeunes voyageurs. Donc vous voyez qu'on est sur de l'EPUB, le texte est liquide et on sort vraiment de la structuration de la page de presse pour atteindre le contenu, ce qui est quand même l'enjeu ici, sortir de l'image pour accéder au contenu. Et maintenant, donc là, on parle d'expérimentation, hein, on parle d'un projet qui est encore en cours. Nous, les enjeux qui viennent, c'est de travailler sur l'accessibilité générale de notre site. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très bien de faire des formats accessibles, mais si le site sur lequel on les met n'est pas accessible, voilà, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc c'est aussi des questions nous qu'on se pose. On travaille avec Brainnet notamment sur améliorer cette accessibilité de Lectura Plus. Et c'est des projets qui vont continuer à être développés. On souhaite aussi, à travers cette expérimentation, sensibiliser les institutions patrimoniales sur l'intérêt et l'importance d'une numérisation accessible, en essayant de faire émerger des bonnes pratiques sur l'utilisation des formats mieux structurés, notamment XML Altomets, et pourquoi pas sur des formats de type EPUB qui présentent un intérêt, maintenant on le sait, qui sont beaucoup plus intéressants pour tous, pas forcément aussi que pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les chercheurs, les généalogistes qui vont bénéficier de ces développements. Et donc on réfléchit à la rédaction de recommandations ou d'un document de bonne pratique pour justement alerter les institutions patrimoniales sur ces questions-là. Et puis on voudrait bien sûr valoriser cette expérimentation auprès du grand public en faisant de la médiation autour de ce projet et en la présentant notamment à des publics empêchés au sein des bibliothèques partenaires du projet. Voilà, ça c'est des choses qu'on va continuer à mettre en place dans les mois qui viennent. Je rappelle que cette expérimentation est aussi très largement soutenue par le ministère de la Culture, notamment dans le cadre de l'appel à projet Patrimoine écrit, sans lequel c'est aussi des expérimentations qu'on ne pourrait pas mener. Et bien sûr la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient, qui soutient l'agence sur les questions de patrimoine écrit depuis longtemps. Voilà, donc je serai aussi ici toute la journée si vous avez des questions ou si vous souhaitez parler plus précisément de cette expérimentation. Je serai disponible toute la journée. Merci beaucoup.